North right clamp, south fox, H top pass, 38 top gun BXP sweat. Let's go. First punt today. And it's a big one. Wow! Salut à tous et bienvenue chez le Punter. Avec cette semaine, ce dimanche, on a eu le National Tight End Day, le jour de célébration des tight ends. Et donc, on a une nouvelle semaine de NFL de disputer, où plusieurs événements sont à noter. Les Jets ont enfin rompu leur terrible série et ont gagné un match. Les Giants perdent une de leurs nouvelles stars. Les Colts sont toujours imprenables. Bref, à travers nos sections habituelles, vous connaissez le format désormais. Il y a beaucoup à analyser aujourd'hui, donc ne perdons pas de temps. C'est parti. Alors, quels sont les tops et les flops de la semaine? Commençons avec un top. Jonathan Taylor, le coureur des Indianapolis Colts, un joueur extraordinaire. Alors, il faut savoir qu'il a eu les saisons précédentes étaient un peu difficiles. Il y avait des saisons marquées par les blessures, les disputes contractuelles avec la présidence, les propriétaires. Mais aujourd'hui, le coureur star des Indianapolis Colts, il est en train de produire une saison exceptionnelle. La preuve, ce sont ces 8 semaines de compétition, cette saison, qui c'est vraiment du hors catégorie. C'est une classe spéciale de running backs, de coureurs. C'est vraiment l'arme fatale de son équipe. Et il est en train de battre tous les records. Il marque des points à un rythme incroyable. Par exemple, ce dimanche, c'était la 4e fois de la saison où il marquait un triplé dans un match. C'est incroyable. Et la manière dont il marque des touchdowns souligne à quel point il est spécial, parce que il est partout, qu'il passe dans l'axe, les extérieurs, que ce soit des courses de courte distance, longue distance. Il casse des tacles grâce à sa vitesse, sa capacité athlétique. Bref, il est tout simplement incroyable. Et ce week-end, pourtant, il a eu une charge de travail un peu plus légère. Il n'avait besoin que de 12 courses pour parcourir 175 yards, et marquer 3 touchdowns. Avant d'aller s'asseoir sur le banc, d'ailleurs, et s'économiser ainsi pour le reste de la saison d'Indianapolis, qui s'annonce vraiment prometteur. Surtout si Taylor, il continue à ce niveau de jeu-là, ça va d'ailleurs faire de lui un sérieux candidat au titre de MVP en fin de saison. Un autre top, ce sont les New York Jets qui gagnent enfin. Alors cette semaine, Justin Fields a eu vraiment une semaine difficile, critiqué par les fans, critiqué par son entraîneur, son propre patron, le propriétaire de la franchise, Willie Johnson, qui en fait, devant la presse, il lâchait il essayait de défendre son entraîneur, Aaron Glenn, de le dédouaner de toute responsabilité, et en fait, il lâchait que pour Aaron Glenn ou n'importe quel entraîneur, il était impossible de gagner avec un tel quarterback. Fields, d'ailleurs, il était censé être remplaçant ce week-end. Il y a eu beaucoup de mensonges, on va dire beaucoup de spéculations dans la presse. Aaron Glenn, il s'est plané le doute si Fields allait jouer ou pas, mais non, en fait. Fields, il jouait tout simplement parce que le numéro 2 habituel, Tyrod Taylor, il était blessé. Sinon, Fields, il était sur le banc ce week-end. Et là, donc, Fields était vraiment au fond du seau, et c'est en étant au fond du seau que Justin Fields, il allait sortir la meilleure prestation de la saison. Après, c'est vrai qu'il était bien accompagné par le coureur Bryce Hall, mais ces deux joueurs, à eux deux, ils allaient gagner plus de 500 yards face à la défense des Bengals, qui, pour être honnête, elle était bien permissive. Mais l'équipe de Aaron Glenn, d'ailleurs, elle perdait de plus de 17 points à l'entrée du 4e quart-temps. Et pourtant, dans une situation telle, dos au mur, dans la spirale négative dont ils sont actuellement, ils allaient complètement lâcher le frein à main. Bryce Hall, il allait réussir 133 yards au sol en tout, et faire la passe du touchdown de la victoire en fin de match. Une victoire miraculeuse. Et d'ailleurs, en ce National Tight End Day, clin d'œil pour Mason Graham, le rookie qui était à la réception du touchdown de la victoire. En tout cas, pour les Jets, l'honneur est sauf. Ils ont enfin gagné un match. Et qui sait, peut-être ça va être un tournant dans leur saison. Passons au flop avec Atlanta. Les Falcons sur courant alternatif.
Alors imaginons, les Falcons, c'est l'équipe qui était excellent contre les Bills il y a 15 jours. Il y a presque un mois, à Minnesota aussi, excellent. Ils avaient un Bijan Robinson en feu. Et là, ils viennent d'enchaîner 2 défaites consécutives avec à chaque fois seulement 10 points de marqués. C'est vrai que ce dimanche, il leur manquait beaucoup de joueurs. Ils étaient privés du quarterback titulaire Michael Penix Jr. Ils étaient privés de leur receveur Drake London, de leur pass rusher numéro 1, Zach Harrison. Et Atlanta, ils ne réussissaient rien ce dimanche. Et pourtant, tous les efforts de Miami face à eux, ils étaient sur le groupe de coureurs. Ils sont focalisés sur Bijan Robinson et Tyler Algier. Comment arrêter ces joueurs-là? C'est tout ce qu'ils ont fait. Cousins, qui était titulaire sur ce match, Kirk Cousins, pourtant il n'a pas réussi à booster le jeu aérien des Falcons. Et les Falcons, ils se sont fait marcher dessus par Miami. La rouste était telle que, imaginez-vous, Atlanta, ils allaient marquer leur seul touchdown de la soirée à 5 minutes du terme, lorsque l'affaire était close, et Miami, en fait, il lâchait un peu, quoi. Bijan Robinson, il a fait un match horrible, 25 yards en tout, et il a même perdu un ballon sur un fumble. Alors, quand votre meilleur joueur n'arrive à rien, ça n'annonce rien de bon pour un match et pour le reste de l'équipe. Et c'est surtout inquiétant parce que les Falcons, ils ont un très bon effectif. Ils ont beaucoup de talent, surtout en attaque. Et ils l'ont prouvé, comme j'ai dit au début, lors de leur victoire à Minnesota et contre les Bills. Mais là, ce manque de constance, ce manque de régularité, ça leur porte préjudice. Et leur bilan actuel de 3 victoires en 7 matchs, c'est très loin des aspirations de cette franchise en début de saison. Un autre flop, c'est Cam Skattebo, la tuile, celui qui est devenu la star de la NFL en quelques semaines à peine. Il était auteur d'un très bon début de saison. Il était partout sur la toile. On parlait beaucoup de lui, de son parcours atypique à l'université, de sa personnalité, de son style de jeu. Tout ça, ça ne laissait pas le monde de la NFL indifférent, ni les fans. Il était en pleine ascension. Et là, une action fortuite allait mettre fin à sa saison de manière trop prématurée. La cheville de la recrue, elle était en fait attrapée sous un défenseur des Eagles alors qu'il essayait de capter un ballon. Et là, on voit sur l'image directe qu'il s'est fait très mal. On voit la cheville, en fait, il y a un angle droit par rapport à la jambe, bref. Mais voilà, c'est Cam Skattebo. Regardez sa réaction. À peine il se porte la main au casque, oh, qu'est-ce qui se passe? Et après, il demande à un coéquipier de le relever. C'est vraiment un joueur à part. C'est vraiment un joueur différent. Après, pour les Giants, c'est vraiment pas bon signe parce que là, à moins de 2 mois, c'est leur deuxième star offensive qui perd après Malik Neighbors, qui lui se faisait ses croisés après un mauvais atterrissage sur une réception. Et là, on blâmait la pelouse synthétique de New York. Déjà que dans le passé, il y avait eu pas mal de blessures graves sur ce terrain-là. D'ailleurs, plusieurs enquêtes sont en cours en ce moment pour essayer d'expliquer les très nombreuses blessures cette saison. Énormément de blessures graves comme Skattebo, donc Neighbors, mais aussi Bosa, Warner et autres. Beaucoup de joueurs aussi souffraient des blessures musculaires, les ischios, ce qu'ils appellent les toe turf, comme Brock Purdy, les muscles plantaires aussi. Et après, d'après les rapports de plusieurs médias sportifs très sérieux comme Bleacher et Forbes, alors apparemment il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. L'augmentation de la charge de travail du joueur, l'intensité, la fréquence des jeux, combinée à des régimes d'entraînement très rigoureux, et ça peut entraîner des taux de blessure plus élevés, surtout avec le stress, des joueurs qui sont souvent poussés à leurs limites, qui font des séances d'entraînement en plus pour continuer à être plus performants, pour gagner la confiance de l'entraîneur, pour jouer. Après, on parle aussi de la surface des jeux, on parle des pelouses synthétiques. Il y a plusieurs types de pelouses synthétiques, on va pas rentrer dans les détails, mais apparemment certaines pelouses sont moins souples que d'autres et ça entraînerait des blessures, quoi. Après, il y a aussi la prédisposition des joueurs. On pense à Joe Burrow, Brock Purdy, qui depuis leur entrée en NFL, ils sont très très souvent blessés. Et apparemment, ces blessures, même si quand ils reprennent, ils sont soignés. Vous savez, les muscles, le corps, ils ont une certaine mémoire et donc ça peut jouer un rôle dans un joueur qui se blesse plus que d'habitude, quoi.
Et après, la nature du jeu, la nature du sport, la NFL, le football américain, c'est un sport de contact, de collision. Et forcément, ça entraîne beaucoup plus de blessures. Mais on voit cette année quand même des blessures qui sont plus dues à la fatigue, des blessures musculaires, que des blessures sur contact, en fait. Donc, il faut qu'il y ait un changement. Il faut qu'il y ait une prise de conscience de la NFL, des franchises, parce que personne n'en sort gagnant en fait. Il faut vraiment protéger les joueurs le plus possible. Tout le monde s'inquiète, les joueurs s'inquiètent, les entraîneurs s'inquiètent, les franchises s'inquiètent, les diffuseurs s'inquiètent parce qu'ils veulent les stars sur le terrain. Les fans veulent voir les stars sur le terrain. Donc il faut qu'il y ait un changement, il faut que quelque chose change, surtout si la tendance de l'NFL, comme le laisse penser, serait d'ajouter un autre match, d'ajouter une 18e semaine avec donc un match de plus au calendrier. L'affiche de la semaine, alors c'était un petit match Houston contre San Francisco que j'ai suivi, je voulais vraiment le voir parce que bon, c'est vrai que ces deux équipes, ils ont pas de chance avec les blessés, mais c'est des équipes quand même qui envoient du jeu, qui jouent bien et qui gagnent. Donc je voulais quand même suivre ce match. Alors Houston, ultra dominateur dans les stats, ultra dominateur. Imaginez, ils gagnaient 250 yards de plus que leur adversaire. Ils tenaient le ballon pendant 41 minutes, alors que les Niners seulement 18. Et pourtant, les Texans, au final, ils ne gagnaient que de 11 points. Ça prouve une nouvelle fois leur difficulté à conclure les actions. Donc, par contre, CJ Stroud, dans un très bon jour, il ressemblait beaucoup plus au joueur qui éclaboussait la ligue de son talent en 2023 que le joueur qu'on voyait un peu titubant la saison dernière. Stroud, il réalisait une excellente prestation contre San Francisco, malgré une ligne offensive qui est toujours en travaux. Et aussi, il manquait beaucoup de receveurs. Hein. Il manquait Nico Collins, Tank Dell, lui ça fait longtemps, Christian Kirk. Et pourtant, CJ Stroud, il allait faire confiance aux rookies de Ohio State, les deux Cyclones, Nolan Higgins, et un autre remplaçant aussi, Xavier Hutchinson. Stroud, pour éviter la pression de la défense de San Francisco, il bougeait très bien aussi dans la poche, il passait le ballon très vite, et au final, il ne souffrait d'aucun sac dans ce match. Après, c'est vrai que la domination de Houston, elle avait beaucoup à voir avec la ligne défensive qui dominait avec Will Anderson Jr., Daniel Hunter, et le reste du front défensif qui vraiment il contrôlait le match. Alors peut-être certes qu'ils n'ont réussi que 2 sacs au total, mais ils étaient constamment dans la face de Mac Jones. Ils ont aussi totalement éteint Christian McCaffrey et le jeu au sol, la star des 49ers. Il a réussi seulement à parcourir 25 yards sur 8 courses. Ridicule. Après, bon, pour Houston, c'est vrai que si on voit cette version de Houston plus souvent, là, il se rapproche de la version que nous attendions de cette équipe, de l'équipe de DeMeco Ryans. Et même si l'attaque, c'est pas encore parfait, même s'il manque beaucoup de titulaires, cette victoire reste impressionnante. Et si les Texans, ils peuvent continuer sur cette tangente, sur ce genre de production, dans la deuxième moitié de saison, alors je pense qu'ils seront en lice pour une place en play-off. Alors, vous la connaissez, cette section, c'est comme chaque semaine, on sort l'équipement, on a notre feuille de jeu, et on va décortiquer une action qui a attiré notre attention ce dimanche. Donc, comme on a expliqué en début d'épisode, ce dimanche, c'était la journée des tight ends, le National Tight End Day, pardon. Et donc, en fait, pour faire un peu différemment aujourd'hui, plutôt que de se focaliser sur une action, on va se focaliser sur 3 touchdowns et on va voir qu'à chaque fois, le tight end est utilisé d'une façon différente. Alors, les 3 actions sont des actions offensives, forcément, dans le jeu aérien. Et on va voir déjà 3 positions différentes, enfin, on va dire 3 positionnements, du tight end différentes et aussi 3 touchdowns qui sont assez différents l'un de l'autre. Donc, commençons d'abord avec celui des New York Jets,
le touchdown qui leur donnait la gagne, la victoire contre les Cincinnati Bengals, dont regardons déjà le touchdown, d'accord? Donc vous allez voir le numéro 85. Là, on voit déjà le 89 à droite, enfin en bas de l'écran, on voit le 85 qui va passer derrière, qui va aller dans le coin de la end zone, et c'est ce tight end, Mason Taylor, qui va être à la réception du touchdown, en fait de la passe de, non pas Justin Fields, mais le coureur Bryce Hall sur une action. En fait, c'est un trick play. Et on voit le numéro 85, c'est sa seule fonction. Il n'est pas là pour bloquer, il est là simplement pour être à la réception dans le coin. Un très joli touchdown d'ailleurs. Si on se penche une seconde sur la formation, donc on voit comme d'habitude les 5 joueurs de la ligne offensive. On voit Justin Fields juste derrière le centre. On voit en vert les 2 tight ends, les 2 coureurs sur les ailes, et dans l'arrière-champ on a le coureur. Si on regarde à nouveau rapidement ce que font les 2 tight ends, donc on sait déjà qu'il y en a un qui va être à la réception, mais que fait l'autre? L'autre, c'est le numéro 89 qui est en fait en bas de la ligne offensive. Regardez ce qu'il fait. Lui, par contre, il est là pour bloquer. Lui, il est là pour bloquer, alors que l'autre 89, il est à la réception du touchdown. Très différent cette fois-ci, c'est le touchdown de Cleveland et de Harold Fanning Jr., qui est un rookie des Cleveland Browns. Et on va le voir, en fait. Donc déjà, commençons par la composition. Elle est assez particulière. Vous voyez qu'en fait, il y a 6 points rouges. Ça veut dire qu'il y a 6 linemen offensifs. Normalement, il y en a 5, là, il y en a 6. On peut en mettre tant qu'on veut. Le but étant souvent d'avoir un bloqueur en plus, en fait, un extra bloqueur, pour sûrement un appel de jeu qui sera un jeu au sol. Et c'est là en fait toute la fourbe de Stefanski, l'entraîneur de Cleveland, qui va tromper en fait les Patriots avec cette composition déjà, avec cet extra lineman, avec aussi, vous le voyez avec le point vert derrière en fait la ligne offensive et derrière Dylan Gabriel, 2-3 yards derrière, c'est le numéro 44, c'est le tight end. Et vous allez voir l'image, ce qu'il fait. En fait, il est un peu en position de coureur, de deuxième coureur. Mais regardez ce qu'il fait sur la vidéo, en fait. Vous voyez, hop, il s'en va dans le coin, tel un receveur. Et il est complètement seul, totalement oublié par la défense. Qui forcément, la défense, ils s'attendaient à une course. À aucun moment, ils n'ont vu venir la passe. Ils se sont fait tromper complètement, je pense, par ce lineman en plus. Et Harold Fanning, il est tout seul. Après, vous avez vu quand même que c'est un joueur qui a une vitesse, un athlétisme assez rare pour un tight end. Les tight ends, en général, ils sont quand même très grands, assez lourds. Ils peuvent être rapides, mais pas aussi rapides que Harold Fanning Jr., qui, à mon avis, est peut-être aussi rapide que certains receveurs. Mais là aussi, on voit une très belle action, très bien appelée. Si on regarde, il y a un autre tight end sur l'action, et vous allez voir ce qu'il fait. Si on regarde à nouveau la vidéo, voilà, forcément, c'est très différent. Vous le voyez en bas, c'est le numéro 86, je crois. Et lui, il bloque. Il bloque comme si c'était un lineman offensif dans un jeu au sol. Le troisième et dernier touchdown qu'on va regarder, c'est celui d'un tight end très connu, ultra connu, peut-être pas le plus connu d'entre eux, mais bon, de tous, mais peut-être une des plus grandes superstars, c'est George Kittle, le tight end des San Francisco 49ers. Et lui, déjà regardons l'action, et vous allez voir ce qu'il va faire. Voilà, il est en plein milieu, bam, il a la réception entre 3 joueurs. Il réussit à capter le ballon et donner un touchdown à son équipe. Alors, vous le voyez là, sur ce plan-là, il est à gauche de votre écran. Il va faire un tout droit et là, il se retourne. Superbe action, superbe réception. Un joueur de grand talent qui d'ailleurs revenait de blessure. Il n'était pas à 100% non plus. Si on regarde la formation, c'est une formation en 13. Vous voyez les points bleus, ce sont les coureurs. Les points rouges, on les connaît, l'animal offensif. Il y a un tight end, donc, puisque c'est en 13, c'est George Kittle. Et à côté vous voyez le point jaune, c'est Mac Jones, le quarterback. À côté de lui,
il y a Christian McCaffrey, le coureur. Et vous allez voir que bon, il faut voir aussi le contexte. Le contexte, il reste quelques secondes, je crois qu'une vingtaine de secondes avant la pause, ou 30 secondes. Houston s'attend à une passe, c'est clair. Par contre, ils savent pas où. Est-ce que ça va être un receveur? Est-ce que ça va être Christian McCaffrey qui est très bon dans la réception? Ou est-ce que ça va être Kittle? Et Kittle, même s'il n'est pas à 100%, il va faire une course plutôt rapide. Hein. Regardez à nouveau les images, vous voyez. Il s'immisce là, et là, entre les trois receveurs, il arrive à capter le ballon. Alors souvent, il faut savoir que les Titans, comme j'ai dit avant, par rapport à leur corpulence, ils vont utiliser leur corpulence en fait pour pour capter des ballons dans l'axe. On utilise souvent les receveurs sur les ailes, parce qu'ils sont souvent un contre un en fait, et ils sont plus élusifs, ils ont plus de capacité grâce à leur vitesse à se démarquer. Les Titans, non, c'est souvent des ballons, des batailles en fait entre plusieurs joueurs pour attraper le ballon. Et Kittle, on sait que dans cet exercice-là, il excelle. Ok les amis, alors passons au prono. J'ai mes pronos juste devant moi sur le téléphone. 3 sur 5 ce week-end, un deuxième week-end d'affilée positif, mais ça reste encore loin de mes ambitions. Donc, comme chaque semaine, prêtons-nous au petit jeu des pronostics et voyons si je le n'ai creux le week-end prochain. Commençons donc 5 matchs comme d'habitude, vous voyez la liste. Détroit contre Minnesota, Détroit qui est favori par 9 points et demi, et je vois Détroit gagner par plus d'écart que ça. Minnesota, malgré JJ McCarthy, Détroit, ils sont en pleine ascension, ils jouent de mieux en mieux. Je vois Détroit gagner. Houston contre Denver. Alors Houston, ils sortent une victoire, mais Denver aussi. Et Denver, ils jouent de mieux en mieux. Et leur défense, ils sont féroces. Donc je pense qu'ils vont aller s'imposer à Houston. Donnez-moi les Broncos. New York Giants contre San Francisco. Alors, je veux pas dire que la saison des Giants c'est fini, mais là, sans Neighbors, et en plus sans Cam Scatterbuck qui était devenu le coureur numéro 1, là, ça va être très très compliqué. San Francisco, ils vont récupérer quelques joueurs aussi, peut-être Brock Purdy. Josh Kittle est déjà revenu le week-end dernier, il va revenir en forme. Je pense que San Francisco va s'imposer à New York par plus de 2 points et demi, oui, sans problème. Pittsburgh contre Indianapolis. Pittsburgh, ils doivent gagner. Et pourtant, je vois les Colts s'imposer. Les Colts, ils sont imprenables. Je l'ai dit en début d'épisode. Et ils vont continuer. Pittsburgh, ils ont certes une grosse défense, mais une défense vieillissante aussi. Comment ils vont faire pour stopper Jonathan Taylor? Comment ils vont faire pour aller saquer, pour aller attraper un Daniel Jones, qui est un autre joueur depuis qu'il a rejoint Indianapolis? Donc, donnez-moi les Colts. Et enfin, le dernier match, c'est un peu l'affiche, hein. Je pense qu'on va en parler dans le prochain épisode. Buffalo Bills contre Kansas City. Une rencontre qui est en train de devenir historique. À chaque fois qu'ils se rencontrent ces deux équipes, imaginez le choc entre Josh Allen et Patrick Mahomes. À chaque fois, c'est un grand spectacle de ce match-là. Kansas City est favori, et pourtant je vois Buffalo s'imposer à domicile. Donnez-moi les Bills de Josh Allen, de James Cook, de Shakir, de qui vous voulez. Je vois les Buffalo Bills s'imposer. Et comme chaque semaine, finissons en beauté avec un petit peu de football universitaire. On a vu, il y a des équipes qui confirment, Texas A&M, Indiana, toujours invaincus et toujours impressionnants. Les Hoosiers d'Indiana, par exemple, qui mettaient 56 points à UCLA, Texas A&M qui a metté 40 et quelques à LSU, en Louisiane. Bref, deux équipes impressionnantes qui, ils sont pas mathématiquement qualifiés pour les playoffs, mais là, ils s'en rapprochent grandement. D'ailleurs, parlons de LSU qui viennent de se séparer de leur entraîneur, Brian Kelly. Là, c'est le club de fin. Là, ils se sont fait démonter à domicile par Texas A&M. C'est leur 3e défaite de la saison. Ça veut dire que, vous savez, en NCAA, avec 2 défaites, c'est déjà compliqué d'accéder aux playoffs. 3 défaites, c'est quasiment mission impossible. Donc là, c'est la défaite de trop pour Brian Kelly. Ça élimine les Tigers pour une saison de plus de tout, en fait, du titre de conférence et des playoffs. Et bon,
Brian Kelly, quand il est arrivé à LSU il y a 3 ou 4 ans maintenant, c'est ce qu'il avait promis. Il avait promis des titres, et en 3 saisons, il n'y a rien eu. Et pourtant, sous son mandat, il a eu des sacrés quarterbacks, hein. Un certain Jaden Daniels, je ne sais pas si vous connaissez. Là, il a Garrett Nussmeier, qui est un très bon joueur, qui à mon avis, c'est un premier ou deuxième choix de tour NFL en avril prochain. Des stars de partout. Souvenez-vous, LSU, il y a moins de 10 ans, c'était l'équipe d'un trio magique qui gagnait quasiment tout et qui gagnait le titre de champion national. Joe Burrow, Ja'Marr Chase, Justin Jefferson. Bref, historiquement, c'est une des universités les plus grandes du monde du football universitaire. Donc là, forcément, arriver à ce niveau, une autre saison sans titre, c'est juste pas possible pour eux, quoi, pour les Tigers. Dimanche, au débrief du match, il y a eu une réunion apparemment qui a été très très tendue entre le directeur athlétique, qui est un peu on va dire un genre de directeur sportif, et l'entraîneur. En fait, le directeur athlétique, il demandait à Brian Kelly, le head coach, en fait, d'opérer à des changements dans le staff. C'est vrai que depuis le début de saison, l'attaque est dans le dur, elle produit pas grand chose, que ça soit au sol ou dans les airs, pas grand chose ne se passe. Ils ont vraiment du mal. En fait, c'était la défense depuis le début de saison qui faisait gagner des matchs à LSU. Donc, le directeur athlétique, il demandait au head coach, en fait, de virer le coordinateur offensif, choix auquel Kelly, il s'opposait complètement. En fait, il était vraiment contre cette idée. Apparemment, il est proche de son coordinateur offensif, John Sloan, je crois qu'il s'appelle. Il s'opposait totalement à ce changement. Et ce refus, ça a été la goutte d'eau, en fait, qui faisait déborder le vase, et l'université, les dirigeants, donc le directeur sportif, le athletic director, il décidait en fait de couper le cordon et de virer son entraîneur, qui avait d'ailleurs quitté Notre-Dame pour venir à LSU dans l'optique de gagner des titres. Sauf qu'en 3 ans ou 4 ans, comme j'ai dit, ça n'est jamais arrivé, et dans un sport universitaire qui se professionnalise de plus en plus, on sait à quel point les titres sont importants.